Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de partager mon micro avec une femme aussi curieuse que passionnée. Grâce à sa spontanéité et ses connaissances, vous aurez envie de révolutionner votre salle de bain, mais aussi de ne laisser aucune question sans réponse concernant votre santé et le bien-être de votre peau. Elle s'appelle Alexandrine, elle est rédactrice et experte en beauté et formulation naturelle. Et elle est aussi audacieuse, inspirante et pleine de vie. Alors, on parlera ensemble de notre hygiène corporelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc les hommes ne partez pas, mais aussi de la cosmétique naturelle, de l'impact sur notre santé, et on apprendra surtout à devenir responsable de ce que l'on met sur notre corps, sur notre peau. Et comme j'expliquais dans l'épisode précédent, tout ce qu'on met sur notre peau, ça finit par rentrer à l'intérieur et ça a un impact sur notre organisme tout entier. Bonjour Alexandrine. Bonjour Joy. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer un petit peu comment tu es tombée dans la cosmétique naturelle pour que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es? Bien sûr. Parcours assez atypique, hein. J'ai commencé en fait à travailler énormément en alternance par le biais de mes études. Et à la suite de l'obtention de mon dernier diplôme, j'ai été embauchée dans une ancienne biologique alimentaire. Et je suis effectivement petit à petit tombée dans le naturel grâce finalement à cette enseigne et à cette expérience, notamment grâce à une cliente qui est venue me voir un jour en me demandant justement un savon sans perturbateur endocrinien. Alors, justement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme perturbateur endocrinien, je voulais faire une brève définition de ce que c'est et tu compléteras si j'oublie des choses. Donc, en fait, c'est vraiment une substance qui va interférer avec notre système hormonal. Et ce qu'on appelle endocrinien, c'est tout simplement que la partie endocrinologie, tout le système endocrinien, c'est ce qui produit nos hormones. Donc, en fait, perturbateur endocrinien, on peut le faire un raccourci en disant perturbateur hormonal. On va en trouver, j'en ai déjà parlé, mais on peut le redire, dans nos assiettes via l'alimentation avec tout ce qui est pesticides, additifs, pollutions diverses et variées. Et puis, on va en parler aujourd'hui, on va retrouver dans les cosmétiques tout ce qui est hygiène au sens large, tout ce qui est aussi médicaments avec les traitements hormonaux, et puis après, tous les objets qu'on va avoir dans notre maison, que ce soit les jouets pour enfants, nos canapés, etc. Donc, c'est vraiment aussi l'effet cocktail, je pense qu'il faut souligner, qui va être un fort perturbateur pour notre organisme et qui va avoir un impact sur notre santé. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Après, il peut être important aussi de souligner qu'il peut s'agir de substances tant naturelles, comme par exemple certaines huiles essentielles, qui ont effectivement des pouvoirs oestrogéniques, etc., mais tant aussi des molécules de synthèse. Voilà. Donc en fait, il y a du bon et entre guillemets, du bon et du mauvais partout, hein. Donc il ne faut pas penser que les perturbateurs endocriniens concerne en fait uniquement les molécules de synthèse obtenues en fait en laboratoire, parce que malheureusement c'est pas aussi simple que ça. D'accord, ok. Alors du coup, vas-y, reprends ton parcours par rapport justement à ce savon sans perturbateur. Donc, pour rien vous cacher, comme je pense une grande majorité des consommateurs, même encore aujourd'hui, je n'avais encore jamais entendu parler de ce mot un peu barbare, pour être honnête. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis un peu, par manque de confiance et en plus par manque de savoir aussi, demandé à la cliente de m'expliquer davantage, peut-être ce que c'était ou si elle avait un exemple d'ingrédient qu'elle souhaitait vraiment éviter. Mais même elle, en fait, finalement, ne savait pas vraiment. C'est une information qu'elle avait sûrement lue dans un magazine spécialisé ou peut-être dans un article de blog, je ne sais pas. Mais on voyait aussi qu'elle manquait un petit peu d'informations sur le sujet et qu'elle avait lancé ça parce qu'elle avait juste lu qu'il fallait les éviter finalement. Et je tiens également à préciser que c'était un produit d'hygiène qu'elle cherchait pour sa fille, pour effectivement ne pas la laver tout simplement avec des produits nocifs. D'accord. Et voilà, je suis quelqu'un d'honnête et j'ai préféré lui dire que du coup je ne savais pas ce que c'était
et plutôt que de lui conseiller un savon qui potentiellement pouvait en contenir. Après, voilà, en toute honnêteté, dans les magasins bio en général, on est quand même assez sécurisé sur ce sujet-là. Mais comme je ne savais pas réellement ce qu'elle souhaitait éviter, j'ai préféré voilà, lui dire en toute honnêteté que je ne savais pas de quoi elle parlait. Et du coup, ni une ni deux, après avoir rencontré cette cliente, j'ai été sur notre très chère amie et partenaire de recherche Google pour effectivement essayer d'en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait qu'il y avait finalement toute une liste d'ingrédients auxquels il fallait faire attention. Et je suis tombée sur la liste très connue, je pense maintenant à l'heure actuelle, de UFC Que Choisir. Où effectivement ont été référencées toutes les substances, molécules qui pouvaient être potentiellement dangereuses, irritantes, allergisantes, etc. Et c'est comme ça finalement qu'a commencé ma quête pour ne jamais s'arrêter. C'est un beau déclic. Voilà, très beau déclic, prise de conscience à la fois grâce finalement à une personne extérieure, à de la curiosité, parce que comme voilà, tu l'as très bien dit dans ma présentation, je suis quelqu'un de très curieux et qui n'aime pas ne pas avoir de réponse. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait moi-même mon cheminement en fait au passage au naturel qui a été assez rapide finalement, parce que le soir même en arrivant chez moi avec cette liste fraîchement imprimée, j'ai jeté la moitié de mes produits cosmétiques, enfin principalement cheveux, parce que à l'origine je ne prenais pas vraiment soin de ma peau. Ayant une peau très sensible, en fait, je ne supportais pas grand-chose. Et c'est vrai que je n'avais jamais fait le lien que ça pouvait être certains ingrédients, mais maintenant je comprends beaucoup mieux les choses puisque je me suis penchée de façon plus sérieuse. Et du coup, effectivement, j'ai fait un gros tri dans ma salle de bain, notamment pour les produits capillaires. Et au fur et à mesure, je me suis constituée du coup une routine naturelle pour les cheveux, parce que tout a commencé par les cheveux et après j'ai terminé par ma peau. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert un petit peu dans ce cheminement personnel avant d'en faire ton métier que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Alors, disons que, en toute honnêteté, je trouve encore aujourd'hui que l'information est inaccessible, et c'est ce qui me désole un peu. Voilà, on a beaucoup d'informations qui peuvent, admettons, circuler, mais on a encore beaucoup de mal à savoir faire le tri sur ce qui est potentiellement vrai, faux, pour faire le buzz ou les fake news, etc. Et c'est aussi pour ça que malgré moi, enfin voilà, rien n'est un hasard, hein, mais je me suis retrouvée dans le domaine de la cosmétique maintenant, mais pour autant, l'information est toujours aussi complexe en fait à avoir. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, je ne sais pas si c'est un volontaire ou pas, hein, mais que l'information reste quand même assez cachée et mystérieuse pour le coup. Il y a des chances qu'il y ait un petit peu, effectivement, quelqu'un qui dise moins on en dit, mieux c'est, quoi. Exactement, c'est un peu l'impression que j'ai, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre au fil des années, des mois, et de le transmettre surtout de façon compréhensible. Parce que parfois moi-même, quand je fais mes propres recherches, voilà, j'ai quelques facilités en chimie, mais pour autant je ne suis absolument pas du métier comme j'ai pu l'évoquer avant. Et c'est vrai qu'il y a certaines informations qui ne sont pas forcément compréhensibles, je trouve, de tous en fait. Donc c'est aussi mon rôle de vulgariser l'information. Tout à fait. Et je pense, enfin, moi en tout cas, ce que je vois au quotidien, c'est que souvent quand on parle de cosmétiques naturels, on n'incrimine pas forcément les grandes marques et tout ce qu'on peut trouver en pharmacie. On fait vraiment une confiance aveugle parce que la communication, le marketing est très très bon pour ce type de marque-là. Tout à fait. Effectivement, encore aujourd'hui, on ressent énormément en fait cette confiance auprès des parapharmacies, notamment, avec de grandes marques hein, comme voilà, Aven ou autres, hein, qui sont disponibles en parapharmacie et fait l'officine en fait. Et beaucoup de consommateurs et de consommatrices font effectivement confiance à leurs pharmaciens ou pharmaciennes pour prodiguer effectivement les conseils cosmétiques. En revanche, il faut quand même savoir que les pharmaciens, à l'origine, voilà, ont une très 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 petite formation en ce qui concerne la peau, en fait. Oui. Donc c'est vrai que pour certaines problématiques ou à l'inverse des problématiques qui sont finalement qu'assez, enfin, je vais pas dire volatiles, mais petites, eh bien peut-être conseiller des soins qui sont un peu trop traitants, voilà, à l'inverse. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut sensibiliser la peau et la fragiliser, et du coup provoquer certaines problématiques de peau en fait.
Mais effectivement, tu as entièrement raison. Beaucoup de consommateurs font confiance encore aujourd'hui à l'officine et pour autant, les compositions ne sont pas naturelles. Hein. Voilà. Et alors, justement, si on rentre dans le concret, qu'est-ce que tu conseillerais de faire dans un premier temps? Dans un premier temps, je pense qu'il faut, avant de parler d'ingrédients à éviter, parce que ça dépend aussi du type de peau, enfin de la personne, du degré, parce que il y a certaines personnes qui vont être effectivement pro-bio et ne consommer que bio, d'autres qui veulent faire un effort mais ne pas non plus tomber dans la peur absolue ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important déjà de comprendre en fait une liste d'ingrédients. Donc une liste INCI pour parler effectivement dans le langage un peu plus scientifique si je puis dire. Déjà, il faut savoir que cette liste d'ingrédients est obligatoire en France depuis 1998. Donc c'est une liste d'ingrédients qui est en fait obligatoire sur chaque packaging ou tube vendu finalement sans packaging. Et ça, c'est obligatoire. Après, effectivement, elle doit être obligatoirement aussi être écrite par ordre décroissant. Du coup, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça veut dire qu'en fait, l'ingrédient qui est le plus concentré dans la formule est écrit en premier. Donc, en toute transparence, c'est souvent l'eau, en fonction des cosmétiques, qui représente quand même à peu près 85% de la formulation totale en moyenne. Hein. Bien sûr, ça dépend du cosmétique. Si vous êtes sur un produit qui est une huile végétale, bien sûr, vous n'aurez pas d'eau. Donc, tout est relatif. D'accord. Donc, il faut savoir que c'est par ordre décroissant. Donc, par exemple, si une marque vous dit produit enrichi en aloe vera, mais que sur, admettons, 20 ingrédients, il a 18e position, bon, on peut effectivement se douter que au final, c'est plus marketing que vraiment une propriété première en fait d'hydratation du produit. Bien sûr. Et on va retrouver la même chose en alimentation. L'ordre va être important. Oui. Et pareil qu'en alimentation aussi. Et voire même pire, il y a des termes qu'on comprend pas, mais si je dis pas de bêtises, les listes INCI sont écrites en latin. Oui, tout à fait. En fait, c'est un langage, effectivement, tu fais très bien de le mentionner. En fait, une liste INCI, comme c'est quelque chose qui est destiné à l'international, parce que le nom, en fait, INCI, c'est International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. D'accord. Et donc, en fait, c'est effectivement, ça doit être écrit dans un langage qui doit être compris de tous à l'international. Donc, effectivement, les molécules sont en anglais, molécules scientifiques. D'accord. Et les noms de plantes sont effectivement en latin, parce que finalement, ce sont deux langues universelles, si je puis dire. Oui. C'est normal. Si on peut le dire comme ça. C'est ça. D'accord. Et donc, volontairement, je vais te poser cette question, même si je connais la réponse. Je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter vont me dire, ouais, mais moi, je comprends rien à ce qui est écrit sur cette liste. Donc, j'utilise une belle application pour pouvoir choisir mes produits. Bien sûr. Effectivement, les applications beauté ont percé le marché de la cosmétique depuis déjà quelques années en arrière pour faire un véritable boom. Enfin, moi, en toute honnêteté, ce ne sont pas des technologies auxquelles je fais confiance pour le moment. Je trouve l'idée vraiment très viable, très bonne, parce que ça montre un besoin finalement réel du consommateur, un besoin de transparence. En revanche, en termes d'efficacité, ça a quand même beaucoup de limites. Notamment déjà, en fait, j'en vois deux déjà vraiment d'un aspect très générique. En fait, vous avez les applications qui vont scanner les codes barres et d'autres qui vont lire en fait justement les listings elles-mêmes avec le texte. Ce type d'application notamment qui va lire pour vous la listing key en fonction du format et de la typographie finalement du produit sur le packaging, si le packaging est rond, si la typographie est écrite en tout petit, etc. Cette application en fait peut avoir ses limites parce que elle ne peut pas forcément tout décrypter. Voilà, ça reste quelque chose d'assez binaire et si l'ingrédient est mal écrit ou si la typographie est mal lue entre guillemets par l'application, ça peut en fait provoquer des erreurs et parfois trouver des mots qui finalement n'y sont pas en fait. D'accord. Des molécules qui n'y sont pas. Ou à l'inverse, ne pas détecter certaines molécules alors qu'elles y sont. Voilà, donc ça a quand même certaines limites pour le coup, mais c'est des limites technologiques. Et pour le code barre, en fait, il faut savoir qu'un code barre cosmétique, à la base, n'a rien à faire finalement dans une application. Un code barre, en fait, lui, suit le produit jusqu'à, on va dire, la fin de sa vie si, admettons, la marque décide d'arrêter ce produit-là.
D'accord. Par contre, dans la vie d'un produit, je pense que tu le sais toi-même, et sûrement certains consommateurs, les formules changent en fait, notamment en raison de la réglementation cosmétique qui évolue aussi beaucoup d'année en année, voire de mois en mois, et notamment vis-à-vis de ce besoin de transparence du consommateur. Et en fait, les mises à jour des formulations ne sont pas faites finalement et ne sont pas communiquées aux applications. On peut très bien se retrouver avec un produit qui contient une molécule, par exemple du phénoxyéthanol en 2018, et en 2019, la marque a décidé de l'enlever. Sauf que en fait, l'information ne sera jamais transmise à l'application et la mise à jour ne sera jamais faite. Donc, à mon sens, c'est aussi très erroné de ce point de vue-là. D'accord. Donc, dans cette fameuse liste, puisque l'idée, je pense quand même, c'est de permettre aux gens de réfléchir et de se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'il y a de nocif dans cette liste, quels sont les termes qu'il faudrait fuir en priorité? Les termes qu'il faudrait éviter, il y a certains conservateurs dont on entend beaucoup parler, notamment le phénoxyéthanol que j'ai évoqué il y a quelques instants. Après, tout dépend aussi de la personne. Voilà, il y a des ingrédients qui sont à éviter quand on a une peau sensible, comme la mienne par exemple. Il y a des ingrédients à éviter au cours d'une grossesse, quand on a effectivement aussi de l'acné. Voilà, donc en fait, c'est des ingrédients qui sont finalement plutôt personnels en fonction du type de peau. Mais donc c'est vrai que c'est dur pour moi de te dire absolument quelle molécule éviter parce que ça dépend de beaucoup de personnes. Après, effectivement, on peut faire des efforts, notamment sur certains produits d'hygiène. Par exemple, je pense au gel douche. Si vous avez un gel douche qui est rose ou bleu, bon, déjà, il faut déjà aussi se poser une question que, bien évidemment, il y aura la présence de colorants à l'intérieur. Et on peut se dire qu'effectivement, une couleur vert fluo pour un gel douche qui doit sentir le kiwi ou à l'inverse qui doit sentir la fraise, bon, bah effectivement, on peut, voilà, la puce à l'oreille est là, la couleur vert fluo, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans la nature aussi. Donc, c'est, à mon sens, en fait, c'est du bon sens, mais je comprends parfaitement que ce soit très compliqué. Et après, les consommateurs en connaissent déjà, parce qu'il y a les allégations cosmétiques, donc, qui sont maintenant interdites, mais on écrivait à tout bout de champ, sans sel d'aluminium, sans parfum, Oui. voilà, sans conservateur ou sans silicone. Mais en fait, les industriels et les laboratoires sont très doués parce qu'ils utilisent souvent des homonymes. Donc finalement, voilà, les clients, ils font beaucoup confiance aux allégations. Donc en général, je sais que beaucoup de consommateurs achètent avec cette petite aide de 100. Mais il faut savoir que même si c'est marqué sans silicone, par exemple dans un shampoing qu'on trouve en grande surface, voilà, je suis navrée peut-être de vous l'apprendre, mais il ne faut pas être si naïf ou naïve. Et voilà, il y a forcément des remplaçants qui ont un nom différent, donc déjà pour duper le consommateur, mais qui ont exactement la même fonction et qui sont, voilà, les silicones, on le sait tous, c'est quelque chose qui est polluant à produire et qui est polluant aussi parce que c'est quelque chose de bio-persistant en fait dans la nature. Donc, il y en a d'autres. Ils ont d'autres noms, mais ils sont toujours là. Et alors, justement, tu nous disais que quand toi, tu as commencé ton cheminement vers la cosmétique naturelle, tu t'es servi de cette liste UFC Que Choisir. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est une liste qui est viable, que tu recommandes? Sincèrement, oui. Après, ils l'ont sûrement mis à jour parce que c'est vrai que moi, ça fait déjà 3 ans, voire même un peu plus que je suis passée au naturel. Ils l'ont sûrement mis à jour, mais je pense très sincèrement en plus que ça peut donner une certaine indication aux consommateurs pour commencer, effectivement. D'avoir une liste un peu d'ingrédients à éviter comme celle-ci. Mais on en retrouve aussi sur certains blogs, sur certains comptes Instagram qui en parlent aussi. Ça, c'est des informations, à mon sens, qu'on peut retrouver facilement. Mais encore une fois, chacun est libre de faire comme il souhaite. Voilà, si la personne ne souhaite pas éviter les silicones ou ne souhaite pas éviter certains ingrédients, libre à chacun. On est tous libres de faire son choix. Moi, voilà, je suis devenue quelqu'un d'assez voilà, exigeante, voilà, exactement, stricte sur le sujet. Mais ça me concerne moi et je n'oblige personne, même quand je conseille certaines jeunes femmes ou certains jeunes hommes au niveau cosmétique. Voilà, je leur impose pas mes choix. Enfin, je les dirige vers quelque chose, bien évidemment, de plus naturel. Mais pour autant, je les oblige pas. Si pour eux, c'est pas une logique première, je ne vais pas les obliger, en fait.
Et après, comme tu le disais très justement, on n'a pas l'information. On va C'est pas la ça. chercher, certes, mais on l'a pas forcément. Et j'étais un petit peu dans le même cas que toi quand j'ai commencé à rentrer dans la cosmétique naturelle. En fait, on sait même pas par où commencer. C'est-à-dire qu'on prend nos produits, on se dit est-ce que c'est bon, pas bon. Il y a même pas cette notion de parabènes, perturbateurs endocriniens, puisqu'on sait pas ce qu'il y a de mauvais dans le produit. Donc, Oui, quelque tu, part, tu comment on va faire la différence dans un premier temps si vraiment on est novice entre un produit qui va être clean et un produit qui ne va pas l'être? Alors, j'ai envie de dire que déjà, il existe aussi des labels pour ça. Mhm. Notamment des labels bio, comme Cosme Bio ou EcoCert ou encore Natrue. Je pense que déjà aussi pour effectivement les consommateurs qui n'ont pas le temps, parce que c'est aussi quelque chose qui prend aussi énormément de temps, de décrypter une listing key, effectivement de faire confiance au bio, déjà ça évite quand même un certain nombre de problématiques. Mhm. Et ça, les industriels l'ont bien compris, hein. C'est bien pour ça aussi qu'on voit toujours des marques certifiées bio. J'ai même vu la dernière fois, voilà, en alimentaire, hein, mais j'avoue que ça m'a un peu choqué, des chocs à pic bio. Enfin, c'est Puis un autre après, sujet on parce est sur le que, marketing du voilà, bio, c'est quoi. ça. Enfin, les marques ont très bien compris que c'était ce qui marchait, mais pour autant, il y a quand même bio et bio, en fait. Enfin, très sincèrement, le bio que vous trouvez en supermarché, voilà, il faut pas se faire de louanges non plus. C'est aussi du bio qui coûte pas cher. Et voilà, on sait aussi malgré tout que le bio est un tout petit peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver. Donc une crème non bio et une crème bio, il y a quand même un petit delta effectivement en termes de prix, mais parce que les certifications à la fois coûtent cher, sont contraignantes pour les producteurs, les laboratoires et même pour les formulateurs. Et tout ça, finalement, c'est un coût qui se répercute sur le consommateur. Mais pour moi, c'est quand même signe de consommer en toute conscience. En fait, on parle aussi de consommateur quand on Mhm. achète certaines marques. Et c'est vrai que pour tous les consommateurs qui nous écoutent, mon premier réflexe serait pour déjà vous faciliter la tâche de vous diriger effectivement plutôt vers des certifications comme Cosme Bio. Et je vous invite d'ailleurs à consulter leur site qui est très bien fait, où ils font aussi notamment beaucoup d'articles de blog sur certains sujets, certaines polémiques actuelles. Et ils parlent notamment des applications beauté. Ils ont fait un article de blog que je trouve vraiment, vraiment très bien fait, très bien rédigé et qui reprend finalement un petit peu ce que j'ai dit précédemment, que tout produit cosmétique est mis à jour à peu près tous les ans et 10% de nouveaux produits arrivent tous les ans. Donc, on peut comprendre de manière logique que finalement la base de données d'une application beauté est très rapidement obsolète. Et c'est aussi ce qu'on se disait en off la dernière fois, que certains labels vont pas avoir les mêmes normes Tout en à termes fait. de composition. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je mets beaucoup en avant Cosme Bio parce que, à mon sens, en cosmétique, je trouve que c'est le meilleur label en termes d'exigence, en termes d'engagement aussi, parce que voilà, il faut le savoir, le bio, c'est une mode. C'est un marché qui rapporte énormément d'argent. Et voilà, il y a effectivement, comme tu le dis très bien, il y a du bon et du mauvais dans le bio. Enfin, pas du mauvais, mais il y a du moins bien, voilà, dans le bio. Et c'est vrai qu'à mon sens, je trouve que Cosme Bio est l'une des chartes la plus exigeante, la plus juste et à la fois la plus environnementale et sociétale en fait. Vraiment, je trouve que l'engagement est très bien. Et alors, est-ce que c'est un label qui est payant pour la marque? Oui, les labels bio sont en effet payants. Alors, c'est ce qu'on se disait l'autre fois aussi, que justement, le fait que ce soit payant, ça freine certaines marques qui n'ont pas forcément le Tout à budget fait, et qui tout à sont fait. tout à fait viables et bonnes pour notre santé. Peut-être que dans un premier temps, ce qu'il faudrait recommander aux personnes qui nous écoutent, c'est effectivement se diriger vers des labels, mais s'il n'y a pas de label, se diriger dans des magasins plus spécialisés, plus que la grande surface et la parapharmacie. C'est exactement ça. Vous pouvez très bien trouver des magasins spécialisés. Vous avez par exemple Mademoiselle Bio. Vous avez énormément aussi de sites internet maintenant qui proposent des marques effectivement naturelles et qui ne sont pas forcément certifiées. Certaines marques ont fait le choix de ne pas l'être Bien sûr. et d'autres ne peuvent pas l'être effectivement puisqu'elles sont encore très jeunes, n'ont pas forcément le budget alloué à ça. Mais effectivement, là, le premier réflexe, ce serait effectivement de se rendre dans des magasins bio, de se rendre dans des magasins spécialisés comme Mademoiselle Bio, Oh My Cream. Vous avez aussi Nuo. Enfin, vous en avez en fait énormément.
Donc, Sur Internet, il va y avoir Slow Cosmétique, par exemple. tout à fait. Il va y Slow avoir, Cosmétique, vous avez Nuo aussi, le site Nuo, mais qui a aussi un magasin. Vous avez aussi Bloom Nancy, justement un site internet et à la fois une petite boutique très chaleureuse à Nancy, justement. d'accord. Voilà, donc vous en avez en fait vraiment énormément. Vous avez aussi Mon Corner B, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix en fait. C'est des sites qui, pour moi, choisissent vraiment avec éthique les marques qu'ils vont commercialiser. Et du coup, il n'y a pas forcément énormément de choix. Oui, c'est ça. Par exemple, je pense à Bloom Nancy et Virginie, qui effectivement a une sélection assez stricte au niveau des ingrédients. Et elle s'est déjà vue refuser de référencer certaines marques parce que voilà, certaines listes d'ingrédients en fait ne correspondaient pas à ce qu'elle souhaitait avoir sur son site internet et à la fois dans son magasin finalement. Et effectivement, de plus en plus de sites internet ou même de boutiques mettent en place une charte de sélection pour montrer en fait que les marques ne sont pas sélectionnées au hasard et qu'elles sont sélectionnées vraiment à la fois pour une efficacité et pour vraiment la formule. En fait. Tout à fait. Donc, si je récapitule, dans un premier temps, voilà, se concentrer sur des magasins spécialisés ou des sites internet spécialisés, pas forcément qu'avec des labels, mais en tout cas, si c'est un label, plutôt sur Cosme Bio. Si on regarde la liste INCI, parce que c'est quand même important, peut-être faire la chasse au phénoxyéthanol. Ce qui peut aider beaucoup le consommateur, c'est plus une liste est longue aussi. On parlera aussi un peu de slow cosmétique. Donc, si le consommateur déjà il se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, ça limite un peu la casse. Donc, plus la liste est longue, plus il y a des risques des fois d'avoir de conservateurs ou quoi que ce soit. Après, ça dépend aussi du produit parce que dès qu'il y a de l'eau mélangée avec du gras, donc de l'huile, malheureusement, vous êtes quand même aussi obligé en fait d'avoir des conservateurs. Mais des conservateurs naturels existent aussi. Mais effectivement, une autre petite astuce pour moi, c'est la longueur de la listing key. Bien sûr. Et moi, ce que j'avais essayé de faire, c'est justement donc le phénoxyéthanol, j'avais fait un peu la chasse, et j'avais fait la chasse au PEG aussi. Oui, au PEG. On repère oui. assez facilement Oui. sur une liste. Donc, est-ce que ça, tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que ça fait Alors, il y en a plusieurs, hein, parce que les PEG, ça peut être à la fois voilà, associé à du diméthicone, donc justement du silicone comme on en parlait tout à l'heure. Ça peut être des émulsifiants, des gélifiants, des agents filmogènes. Enfin, ça peut être en fait le PEG, il a plusieurs rôles dans une formulation cosmétique. Mais effectivement, éviter les PEG parce qu'effectivement, c'est comme on disait tout à l'heure pour l'environnement, déjà ça a un impact tant à la production qu'à l'élimination finalement. Donc, c'est du pétrole, hein, au départ, faut le dire. Oui, oui, tout à fait. C'est effectivement issu de la pétrochimie, comme le silicone, enfin comme plein de choses, malheureusement. Et effectivement, les PEG, vous en retrouvez à la fois dans les gels douche, dans les shampoings, dans les crèmes, en fonction en fait de l'utilisation que le laboratoire veut en faire. Vous en retrouvez un petit peu partout. Mais effectivement, je trouve que les PEG, suivis par exemple du mot de la molécule, donc cross polymère, diméthicone, on parle vraiment d'agents filmogènes qui sont là à la fois pour protéger, vraiment, protéger est un grand mot, pour vraiment en fait galber par exemple le cheveu, pour effectivement donner un aspect flouteur à la peau quand on parle de crème, plein d'autres raisons en fait. Et par exemple quand on a une peau mixte à grasse à tendance acnéique, donc avec pas mal d'imperfections, quand on utilise des crèmes avec du silicone ou du cross polymère à l'intérieur, en fait c'est un effet occlusif, donc la peau ne respire pas. Ouais. Donc, ça ne permet pas, en fait, à la peau de vivre correctement, en toute liberté, si je puis dire. D'accord. Et la question, je pense que les gens vont se poser, est-ce que c'est possible de tout trouver en version naturelle? Alors, il y a un sujet pour moi qui est très difficile, je trouve, à parler au 100% naturel. Pour moi, ce serait les vernis. Parce que, Ça va. S'il n'y a que ça va. oui, je trouve que pour le reste, honnêtement, c'est faisable. Enfin, j'essaie de me remémorer un petit peu ma routine à moi. Personnelle en termes dans ma salle de bain et très honnêtement oui, enfin vraiment aucun problème niveau cheveux après shampoing ou quoi que ce soit, enfin j'ai pas de souci particulier. Au niveau des gels douche c'est pareil. Après en fait ce qui est difficile au niveau des produits d'hygiène, donc j'entends shampoing après shampoing gel douche,
C'est qu'en fait, le consommateur est habitué à ce que ça mousse. Parce qu'en fait, la mousse, c'est signe que ça nettoie et que du coup, finalement, égale propreté. En fait, c'est une équation un peu, voilà, un peu qu'on a une fausse idée, une idée reçue, en fait. Parce qu'un shampoing qui ne va pas avoir une mousse abondante n'est pas signe que le cheveu n'est pas lavé. Ça, c'est important de le souligner, effectivement. Et Oui. souvent, les gens ne passent pas au naturel parce qu'ils disent « Ah, ça mousse pas » ou « ça sent pas aussi fort que… Exactement. Après, il y a l'aspect sensoriel, effectivement, qui est totalement différent, et ça, j'en suis totalement consciente. Mais pour autant que le résultat, enfin, vos cheveux, effectivement, par exemple, si on part sur le cheveu, quand vous utilisez des shampoings conventionnels que vous utilisez, que vous trouvez en grande surface, et que d'un coup d'un seul, vous décidez de passer un shampoing bio, bon, bien évidemment, la sensation sur le cheveu ne sera absolument pas la même. Parce que déjà, en premier lieu, il n'y a pas de silicone, donc effectivement, le cheveu sera un petit peu moins doux, moins galbé, peut-être dans un premier temps moins brillant, mais il suffit simplement finalement d'utiliser un après-shampoing en fait. Et quand vous utilisez un après-shampoing qui est souvent voilà, avec beaucoup d'actifs végétaux comme des huiles, vous retrouvez en fait toute cette brillance et toute cette douceur en fait du cheveu. Mais effectivement, il y a quand même une petite phase de détox. Parce que le cheveu aussi, il faut lui réapprendre à ne plus être obstrué, à ne plus être protégé entre guillemets par cette dose de silicone qui en fait camoufle un cheveu en mauvaise santé, par exemple. Ça, il faut aussi bien le souligner finalement. D'accord. Donc, ne pas se fier à la mousse. Au contraire, plus ça mousse, plus il y a un truc bizarre là-dedans. C'est ça, en fait, plus ça mousse, plus vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des tensioactifs, et c'est finalement des agents moussants entre guillemets forts, comme les sulfates. Les sulfates, en fait, ont cette faculté et ces propriétés chimiques de provoquer effectivement une mousse assez intense, recherchée sûrement par certains consommateurs pour effectivement être sûr d'être propre tant au niveau du cheveu que du corps. Mais en fait, c'est une fausse idée. En fait, c'est vraiment une idée reçue parce que même quand ça mousse pas, croyez-moi, vous êtes lavé et malgré tout, vous sentez bon quand même. Et alors, justement, à la fois en termes d'utilité et de liste des ingrédients, donc tout ce qui va être sulfate, donc on va le retrouver avec le terme sulfate dans la listing key. Tout à fait. Après, ils ont plusieurs noms. Vous avez sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate, coco sulfate. Enfin, voilà, vous avez en fait tout ce qui concerne la molécule sulfate est obligatoirement indiqué dans la listing key. Et les remplaçants pour avoir des agents moussants finalement beaucoup plus doux sont à base de sucre, de fruits, notamment la noix de coco en règle générale, et notamment le décylglucoside. Et en fait, c'est des moussants beaucoup plus doux, beaucoup moins irritants et qui effectivement moussent moins. Ça c'est vrai, mais ça ne signifie pas finalement que la zone que vous cherchez à nettoyer n'est pas propre en fait. Donc effectivement, se diriger encore une fois vers des ingrédients qu'on va retrouver en fait dans notre cuisine. Et on se le disait la dernière fois, ce qu'on va mettre sur notre peau, c'est aussi ce qu'on serait capable d'ingérer, de manger directement. Et moi, j'ai à l'esprit la phrase qu'avait dit le fondateur de Novexpert, donc c'est une marque cosmétique naturelle, assez pionnière d'ailleurs, qui disait que chaque jour, nous appliquons plus de 500 molécules différentes sur notre peau. Et c'est énorme, et c'est tout autant plus au niveau de l'alimentaire. Donc, et puis, comme on le disait au tout début, c'est vraiment l'effet cocktail après qui va jouer. Et alors, concrètement, quel impact ça va avoir sur notre santé? Aujourd'hui, tu me disais, c'est un peu un cache-misère, certains produits. C'est exactement ça. Ça va apporter une meilleure santé de votre peau parce que vous allez finalement… Alors oui, au début, ce sera un petit peu dur parce qu'il y aura effectivement cet aspect détox. Donc il y aura effectivement par exemple un cheveu qui est un petit peu moins beau, qui a tendance à regresser plus rapidement. À l'inverse aussi, par exemple pour le déodorant, il y aura un effet détox également, donc peut-être des sudations un peu plus importantes, un peu plus malodorantes, mais c'est parce que finalement c'est une rééducation de votre corps en fait quand vous passez au naturel, parce que je prends l'exemple du déodorant, mais avec les sels d'aluminium, vous indiquez simplement à votre corps qu'il n'a plus le droit de transpirer. C'est quelque chose qui finalement est interdit, alors c'est quelque chose de naturel qui doit être fait pour la bonne santé, la thermorégulation du corps, c'est obligatoire. Et quand vous passez avec un déodorant naturel, vous recommuniquez, vous rééduquez votre corps et vous lui réapprenez en fait à transpirer. Donc forcément,
vous avez effectivement de l'humidité qui est un peu plus présente, peut-être certaines mauvaises odeurs, mais ça se régule en fait. Faut pas oublier que la peau, c'est un émonctoire. Donc, c'est-à-dire que c'est un organe qui va nous permettre de sortir toutes nos toxines. Donc, quelque part, si on lui met quelque chose qui camoufle, qui empêche de respirer, on va garder toutes les toxines à l'intérieur. Et une fois qu'on va arrêter ce genre de produit, forcément, la peau va réagir. Exactement. Les premières concernées, j'aurais tendance à dire que c'est où l'effet en fait un peu rebond est présent. C'est notamment auprès des jeunes femmes qui ont une peau à tendance acnéique. En général aussi, c'est elles qui passent le plus rapidement et le plus facilement au naturel parce qu'effectivement, elles connaissent très bien les ingrédients à éviter pour l'acné. Donc notamment le silicone, les huiles hydrogénées à base effectivement de la pétrochimie, minérale, etc. Et vous avez aussi certains actifs naturels qu'il faut éviter. Par exemple, tout ce qui est huile végétale qui sont comédogènes finalement, comme l'huile de coco ou l'huile de germe de blé. Donc en fait, il y a du bon et du mauvais entre guillemets partout, mais pour autant, l'huile de coco est mauvaise pour une peau à tendance acnéique, mais sera très bien pour une peau sèche et n'aura aucune incidence finalement sur votre santé. Enfin, ce n'est pas un perturbateur endocrinien, ce n'est pas un irritant, un allergisant ou quoi que ce soit. Mais effectivement, la peau, en fait, quand vous allez repasser au naturel, c'est un exutoire. Et du coup, disons qu'il peut y avoir de l'acné vraiment qui va ressortir parce que la peau en fait va se dire ça y est, enfin je peux respirer, et du coup elle va sortir toutes les toxines. Donc c'est une période qui sera un petit peu complexe et qui peut durer plus ou moins longtemps selon la personne, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Et après votre peau sera tellement plus belle. Personnellement, j'ai vu un avant-après avec ma peau sensible, donc j'ai des rougeurs, et depuis que je suis passée au naturel, j'en ai beaucoup moins. Donc effectivement, il y a eu un petit pic pas très agréable tant physique que moralement ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais le résultat de ma peau maintenant, j'arrive même à me dire que maintenant, j'ai jamais été une grosse fan de maquillage dans tous les cas, mais je sors tous les jours sans maquillage, tous les jours. Et c'est des choses que j'aimerais que tout le monde puisse faire en fait, ne pas se dire mais oui, mais du coup j'ai un bouton ou quoi que ce soit. Et en fait, plus on donne du naturel à sa peau, mieux elle vous le rend. Donc il y aura de l'éclat, de la douceur, plein de choses en fait. Et plus vous passez au naturel, plus en fait elle vous le rendra et vous serez content, tant pour l'alimentaire que pour la cosmétique. Tout à fait. Et justement, tu parles de maquillage. On peut aussi souligner qu'on peut totalement se maquiller en version naturelle et que l'effet sera aussi waouh. Complètement. Vous pouvez effectivement, il y a beaucoup de marques qui proposent du naturel. Vous avez RMS Beauty, donc c'est une marque américaine, mais vous avez aussi des marques françaises comme la marque Accent qui propose un fond de teint à base de châtaigne au niveau du pigment, et j'ai trouvé ça absolument, c'est très très novateur, vraiment. Donc c'est une poudre de make-up entièrement naturelle, sans silicone, parce qu'il est important de rappeler aussi qu'on retrouve beaucoup de silicone dans les poudres de maquillage et qu'encore une fois, ça ne laisse pas respirer la peau et que ça a un effet effectivement très occlusif qui est négatif pour la peau. Donc effectivement, on a du rouge à lèvres, je pense à la marque All Tiger qui effectivement s'est rendu compte aussi que un certain nombre de molécules du rouge à lèvres se retrouvaient ingérées, puisque bien évidemment c'est près de la bouche, donc forcément c'est très facile à ingérer, et c'est pour ça qu'il a créé cette marque-là, avec des pigments naturels et non d'origine animale. Et avec des ingrédients que même si ça se retrouve ingéré sans le faire exprès, ce n'est pas du tout nocif en fait pour la personne en fait, tout simplement. Totalement. Et puis après, on peut peut-être aussi indiquer qu'on peut faire les choses par soi-même. Tout à fait. Il est tout à fait possible de faire son déodorant soi-même avec les bonnes vieilles recettes de mamie. On peut faire son shampoing, on peut faire plein de choses. Après, je tiens à mettre aussi un bémol sur ce sujet-là, parce que tout simplement, quand on ne maîtrise pas le sujet, il y a certains ingrédients qu'il faut bien savoir doser, notamment les huiles essentielles. Donc, il faut malgré tout être bien accompagné en fait. Je crois qu'effectivement, au-delà de cette fameuse liste INCI, de l'endroit où on achète ses cosmétiques, je crois que c'est un petit peu comme pour tout, il faut avant tout savoir ce qui nous convient. Exactement, tout à fait. Parce qu'on a tous des peaux différentes, des réactions différentes. Et en fin de compte, même si la copine nous dit teste ce produit, il est génial, peut-être que pour nous, ça ira pas du tout.
C'est ça. Pour moi, le réflexe numéro un, en fait, c'est d'apprendre à connaître sa peau. En fait, c'est vraiment de la rééducation. Vous connaissez votre peau, vous savez ce dont elle a besoin ou à l'inverse ce qu'il ne lui faut pas. Et en fait, après, vous pouvez choisir beaucoup plus facilement vos cosmétiques et savoir quels ingrédients vous devez éviter. Bien sûr. Et justement, je te demandais l'impact sur la santé. Je crois qu'il faut souligner, comme tu le disais très justement, on va l'ingérer par rapport à tout ce qui va être près de notre bouche, etc. Mais aussi, la peau va absorber en fait tous ces produits-là. Tout Donc, à ça fait. va avoir un impact à la fois sur notre croissance, sur nos humeurs, sur notre reproduction, enfin, sur énormément de choses, sur tout notre système hormonal. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. C'est ça. En fait, effectivement, effectivement, je pense souvent en fait à la grossesse quand c'est comme ça. Bien sûr. C'est le premier réflexe qu'a une future maman de faire attention finalement à ce qu'elle va ingérer. Mais la cosmétique est souvent oubliée parce qu'on se dit oui, enfin bon, c'est juste un produit cosmétique qu'on s'applique sur la peau. Oui, mais en fait non, pas que. Parce que les produits cosmétiques ont une pénétration systémique, donc c'est-à-dire que ça va jusqu'au sang. Donc vous avez 3 couches différentes de peau, mais arrivé à une certaine couche, vous avez en fait tout ce qui est capillaire sanguin, vaisseau sanguin. Notamment certains ingrédients comme le phénoxyéthanol qui est véhiculé plus facilement avec de l'eau. Et je vous rappelle que du coup, on va dire 85% de la formule d'un cosmétique, c'est de l'eau. Ouais. Donc, ça véhicule beaucoup plus facilement, par exemple, le phénoxyéthanol. Mais vous avez également les huiles essentielles qui, pour autant, sont des actifs 100% naturels, hein, mais qui, pour autant, se retrouvent dans le sang et effectivement, ça peut avoir un impact. Vont être nocives pour le fœtus. Le Quand ça pourrait fœtus, sortir. effectivement, les enfants, même après que celui-ci soit venu au monde, c'est pas pour rien qu'on dit que les huiles essentielles, en fait, sont autorisées chez l'enfant à partir de 7 ans. Parce que effectivement certaines, notamment comme l'huile de titri ou l'huile de lavande, qui sont en plus utilisées de façon assez massive à l'heure actuelle, ont un pouvoir en fait oestrogénique. Donc en fait, notamment chez les jeunes garçons, il y a une étude récente, je me semble de 2018, qui a mis en relation l'utilisation de shampoings anti-poux, notamment à base de lavande, de façon en fait quasi quotidienne chez les jeunes garçons et des malformations finalement mammaires ou effectivement des pics hormonaux. D'accord. Donc c'est vraiment toute cette rééducation en fait qu'il faut faire sur la cosmétique naturelle aussi. C'est se dire que c'est pas uniquement un impact sur soi, c'est aussi un impact sur nos enfants, sur le fœtus et aussi, comme on le disait très justement, sur l'environnement. Parce que tout ce qui est silicone, tout ce qui est en fait à base de pétrole va aller dans nos urines, puisque ça va rentrer dans notre corps. Tout à fait. Du coup, nos urines, ça va dans les toilettes, puis dans l'eau, puis enfin. En fait, il y a certains ingrédients qui sont tout simplement biopersistants, mais à la fois biopersistants pour l'organisme, donc pour l'homme avec un grand H, à la fois pour l'environnement et effectivement même pour nos enfants, parce que finalement c'est quelque chose que lorsqu'on est enceinte, et bien en fait tout passe par le sang aussi, tant les nutriments que les produits cosmétiques. Donc effectivement, je trouve que c'est une sphère dont on ne parle pas assez et finalement il n'y a aucune réglementation en vigueur pour les femmes enceintes notamment. Il y a juste des principes de précaution auprès des laboratoires et qui évitent certains ingrédients, mais il n'y a pas de règles fermes et définitives. On va peut-être faire un récap sur tout ce qu'on vient de dire. Pas de souci. Peut-être la première chose par laquelle on n'a pas commencé, mais on a fini là-dessus, c'est effectivement apprendre à connaître sa peau. Oui. Et pour pouvoir apprendre à la connaître, c'est la libérer de ces produits un peu cache-misère. C'est ça. Et puis, dans un second temps, s'intéresser à tout ce qui est liste INCI et ingrédients qu'il faudrait fuir. Donc, ça peut être le phénoxyéthanol, ça peut être le PEG, ça peut être les sulfates, les silicones, la paraffine, etc. Tout un tas de choses avec cette fameuse liste UFC qu'on peut retrouver. Se diriger plus sur des magasins spécialisés avec des marques éthiques et qui ont une bonne composition. Tout à fait. Et après, je crois qu'en règle générale, ça serait tout simplement mettre plus de sens dans ses achats. Oui. Que ce soit cosmétique, alimentaire. Bon, ça, voilà, on est sur le podcast Vivre avec bon sens, donc je pense que les gens ont compris. Mais que dans l'idée de sens et dans l'idée d'éthique, c'est utiliser des choses avec des produits naturels et pas forcément marketing. Donc, comme tu disais très justement,
des produits verts, des produits bleus, des produits qui moussent, qui sentent le chamallow. Enfin, tout ça, voilà, ça fait pas partie de la notion de sens. Exactement. On peut même aller plus loin et dire qu'en fait, j'ai même envie de dire, plus un produit cosmétique, c'est bizarre, mais a une couleur finalement un peu étrange qui sort de la normale et finalement quasiment aucune odeur ou juste une odeur en fait, par exemple de frais ou d'extraits végétaux, plus en fait c'est quelque chose qui est finalement naturel et normal. Sure. Je pense notamment au sirop de menthe. Donc bien évidemment, ça va sentir la menthe, jusque-là, aucun problème. Mais en fait, le point de vue marketing a été de le faire vert, parce que la menthe, la plante est verte. Or, quand il est extrait, ça a une couleur un peu brunâtre, marron. Sauf que ce n'est pas vendeur. Voilà, il faut pas s'alarmer quand c'est un produit qui a une couleur un petit peu bizarre ou quoi que ce soit, ou même à l'inverse, une odeur un peu moins olfactive que effectivement une crème Chanel, Lancôme ou quoi que ce soit. Mais il faut se dire aussi que du coup, il y a beaucoup moins d'agents parfumants, donc c'est-à-dire beaucoup moins aussi d'agents allergisants potentiels en fait à l'intérieur. Et ce qu'on n'a pas forcément souligné, c'est que quand on parle de cosmétiques ou même d'hygiène, en fait, ça touche énormément de produits. Ça Bien touche sûr. les gels douche, les crèmes de jour, de nuit, le déodorant, comme tu le spécifiais. Ça peut être Le aussi dentifrice, le dentifrice, ouais, totalement. qui est à la fois ingéré et effectivement c'est considéré comme un produit cosmétique, mais c'est aussi quelque chose qui est ingéré. Effectivement, il y a aussi par exemple la notion de l'ingrédient fluor, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou pas. Enfin, ça aussi c'est toute une problématique sur laquelle on pourrait également échanger sur le sujet. Le dioxyde de titane, par exemple, qui est également présent dans les dentifrices, mais où maintenant c'est plus le cas parce que ça va être interdit. Vous êtes à aussi les microbilles de plastique pour avoir un effet un peu exfoliant, gommant sur l'émail, mais ces microbilles de plastique, quand tu les ingères, bah encore une fois, c'est biopersistant dans ton organisme. Et encore une fois, quand tu les recraches du coup dans l'évier, et bien effectivement, encore une fois, il y a un impact environnemental en fait. Tout à fait. Et on pourrait faire, je sais que tu adores ce sujet, un petit focus sur les crèmes solaires aussi. Oui, bien sûr. Les crèmes solaires, en effet, bah, en fait, c'est assez simple. Ça va être assez binaire pour le coup. C'est soit vous avez les filtres chimiques d'un côté et de l'autre, vous avez les filtres minéraux. Pour le moment, il n'existe rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... Voilà, malheureusement, c'est comme ça et c'est aussi quelque chose de très compliqué à formuler. Donc, je pense que dans tous les cas, ça prendra du temps. Après, par exemple, reprenons des enfants ou par exemple des femmes enceintes. Mon premier réflexe serait pour eux et pour elles de leur recommander plutôt des filtres minéraux, notamment aux peaux sensibles. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus facile de faire une allergie à un filtre en fait chimique, tout simplement parce que celui-ci en fait a la propriété naturelle de pénétrer finalement dans notre peau, faire une sorte de film à l'intérieur de la peau pour éviter en fait que les filtres UV ne pénètrent. Alors que les filtres minéraux, à l'inverse, eux, c'est comme un effet miroir. Donc c'est comme si vous aviez un effet, en fait, un miroir sur votre peau invisible qui en fait, rejette les UV. Donc les UV ne pénètrent pas dans la peau. Donc déjà, c'est bien de refaire un point sur ça aussi, de différencier réellement un filtre chimique d'un filtre minéral. Tout à fait. Et par exemple, effectivement, pour une personne qui souhaite aussi faire attention à l'impact du choix de sa crème solaire sur l'environnement, tant dans la nature que effectivement dans les océans, Bien sûr. ma première réponse sur ce sujet-là serait que, en fait, en réalité, aucune crème solaire n'est océan friendly. Il faut le savoir. Il y a du moins pire, si je puis dire, et du pire, bien évidemment. On va dire que dans le côté où l'impact est le plus important, c'est effectivement les filtres chimiques, qui, puisqu'ils finalement ils pénètrent dans notre peau, ils pénètrent également dans les organismes marins, Bien sûr. tout aussi petits soient-ils, donc micro-organismes compris. Les filtres minéraux, c'est déjà beaucoup mieux. Enfin, voilà, je ne dis pas que c'est parfait, parce qu'en fait, le parfait, ça n'existera pas. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, un poisson n'a pas besoin de crème solaire. Donc, dans l'idée, en toute logique, de toutes les façons, quand votre crème solaire est présente dans l'océan, partez du principe que de toutes les façons, c'est pas naturel. Donc, forcément, il y a un impact. Donc, mon conseil, effectivement, sur ce côté océan friendly, c'est à la fois
de se protéger du soleil, bien évidemment, mais en toute conscience. Donc, par exemple, si vous savez que vous n'allez pas mettre votre visage dans l'eau, eh bien, vous protégez votre visage avec votre crème solaire. Pour autant, bien sûr, l'ensemble du corps se retrouvera forcément dans l'eau. Mon conseil est, du coup, de mettre votre crème solaire après la baignade. Voilà. Et de privilégier, en fait, les tenues comme les tenues de surfeur pour Oui, éviter au maximum, en fait, de mettre de la crème. tout à fait, effectivement. Après, bon, je comprends aussi que ce ne soit pas très esthétique, Oui, effectivement. voilà. C'est vrai que effectivement, les hommes ou les femmes qui aiment bien être très bronzés, j'arrive avec ma tenue de surfeur et ils vont me dire, elle est bien gentille, mais le bronzage, c'est pas avec la tenue de surfeur. Mais Exactement. effectivement, si on veut avoir peut-être une réflexion différente, essayez de faire au mieux. Tout à fait. Et il y a beaucoup de marques qui maintenant s'engagent à faire attention aux océans. Donc ça, c'est effectivement, encore une fois, c'est l'achat, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment un achat en toute conscience et de consomme acteur. Donc si vous souhaitez soutenir ce type d'entreprise de produits cosmétiques, en fait, la meilleure façon, c'est d'acheter ces soins-là. Après, je comprends parfaitement que, effectivement, d'un point de vue esthétique aussi, il faut le rappeler, une crème minérale aura évidemment un effet plus blanc qu'un filtre chimique. Parce que comme le filtre chimique, sa destination première, c'est de pénétrer la peau, forcément, en fait, par nature, il sera moins blanc. Alors qu'à l'inverse, le filtre minéral, le but, c'est de faire comme une coquille, comme un miroir sur votre peau. Donc, en fait, c'est normal en soi aussi qu'il y ait un filtre blanc. Je comprends aussi que quand nous avons un maillot de bain noir, par exemple, ou peu importe d'ailleurs, que de se retrouver un peu comme Casper à la plage, ce ne soit pas non plus très esthétique. Mais après, c'est une question de choix, une question aussi d'engagement éthique et environnemental. Et chacun, encore une fois, est libre de faire ses choix, en fait. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que chacun a le droit d'avoir une réflexion là-dessus. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est le plus important, notamment quand j'ai créé ma page Instagram, c'est en fait de donner l'information aux gens pour choisir en toute conscience. Pour moi, c'est vraiment mon mot-clé, c'est choisir ses cosmétiques en toute conscience. Donc, si la personne a accès à l'information, elle en prend compte, elle la traite comme elle le souhaite, mais au moins, elle le sait. Et c'est vraiment, je crois, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je mets sur ma peau au quotidien? Et en fonction de ça, se dire, OK, est-ce que je peux changer certaines choses dans mes achats? Est-ce que je peux faire de façon plus consciente mes achats Tout à fait. pour ma santé, pour l'environnement? Parce que je vais encore une fois faire un parallèle avec l'alimentation, mais comme tu le disais, ça veut dire détruire des écosystèmes. Mais si on détruit des écosystèmes, déjà, pour nous humains, ça va être problématique pour la suite, voire même maintenant. Oui. Mais aussi en termes d'alimentation, tout ce que les poissons ingèrent, si les personnes mangent du poisson, derrière, c'est nous qui allons manger. Et retransférer finalement à l'homme. C'est le cycle de la vie, finalement. Exactement. C'est exactement ça. C'est un cycle un peu effectivement, cyclique et pervers à la fois, parce qu'effectivement, l'homme a un impact sur la nature, mais la nature, on en a également besoin parce que l'homme, finalement, entre guillemets, la mange. Ça. Donc, tu parlais de billes, de microplastiques, tu parlais de pétrole, etc. En fin de compte, si on fait le choix conscient de continuer d'utiliser des produits qui ne sont pas naturels, on fait aussi le choix conscient de les consommer par notre nourriture. Exactement, tout à fait. Donc, après, libre à chacun, effectivement. Je pose ça là. Voilà. Nous posons les mots ici et après, bien évidemment, chaque personne est libre d'en faire ce qu'elle souhaite. Je souhaite effectivement que ça les emmène vers un cheminement plus naturel, une prise de conscience sur certaines choses, mais bien évidemment, il n'y a aucune obligation à tout ça. Chacun voit comme il veut, comme il peut aussi, parce que effectivement, c'est quelque chose qui demande du temps, peut-être sûrement un changement d'habitude. Donc effectivement, chacun y va à son rythme. Et encore une fois, si chacun fait à hauteur de ses moyens, possibilités, temps, etc., je pense qu'on peut malgré tout changer beaucoup de choses. Et la question que l'on va peut-être te poser ou me poser, c'est en termes de coût. Oui. Est-ce que ça a un coût supérieur de passer au naturel? Très sincèrement, je peux te répondre que oui.
Parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, une crème qu'on va trouver en supermarché qui va coûter peut-être 4 euros, parce qu'effectivement, les ingrédients synthétiques ont un coût aussi beaucoup moins important que le naturel. Donc une huile, par exemple, végétale, va coûter beaucoup plus cher déjà à produire, surtout si en plus le producteur a choisi une charte lui-même pour être par exemple certifié bio ou quoi que ce soit. Mhm. Il a effectivement certaines voilà, indications, obligations vis-à-vis de la production de son huile et de la récolte. Et en fait, ces prix vont effectivement se répercuter, en fait, parce qu'en fait, quand tu as un produit cosmétique qui est finalement entre guillemets cher, il faut aussi avoir derrière à l'esprit que à la fois l'ingrédient lui-même peut aussi être un ingrédient rare, donc il peut effectivement correspondre en fait tout simplement à la règle de l'offre et de la demande, hein. Et aussi le principe de production, le principe effectivement de formulation, parce qu'il est beaucoup plus compliqué de formuler avec du 100% naturel plutôt qu'avec du synthétique, parce qu'il y a les variations naturelles du produit en termes de couleur, d'odeur, d'oxydation, et tout Mhm. ça en fait c'est à prendre en compte, et effectivement c'est une formulation qui coûte dans tous les cas plus cher au laboratoire. Donc effectivement, c'est malheureusement quelque chose qui va se répercuter en fait sur le prix de vente et d'achat auprès du consommateur. Et je nuancerais peut-être, ça va avoir un impact sur le coût pour un produit qu'on va acheter en grande surface, mais par contre, les gens qui consomment déjà des produits qu'on trouve en parapharmacie, là, pour le coup, ils vont s'y retrouver. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, les produits en parapharmacie ont déjà un coût beaucoup plus important qu'en grande surface, tout Alors simplement. que la composition est mauvaise. Tout à fait. Après, il y a aussi les marques, les grandes marques qui vendent effectivement des produits très chers, hein, notamment certaines crèmes à plus de 200 euros, voire même plus, pour au final avoir que des huiles minérales dedans. Mais ça, après, c'est le côté aussi très marketing de la chose. Et justement, on peut peut-être finir sur le fait que des grandes marques passent au naturel. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je pense tout simplement que déjà, elles se rendent bien compte que leur part de marché conventionnelle est en chute. Au niveau Donc, business, voilà, c'est moyen. voilà. En termes de business, c'est effectivement moyen, donc elles doivent s'adapter à leur marché. Et pour cela, soit elles revoient en fait les formules déjà existantes, mais en général, ça coûte plus cher que faire du nouveau. Ils préfèrent refaire une gamme entièrement naturelle avec quelques labels, mais qui coûtent pas très cher. Donc notamment, je pense à Ecocer, où en plus la part de bio et naturel est beaucoup moins importante, par exemple, que la charte Cosme Bio. D'accord. Donc effectivement, disons que c'est du bio, à mon sens, biomarché, bah c'était plutôt pas mal comme lapsus, mais c'était mais c'était plutôt bon marché que je voulais dire. Donc avoir du bio en grande surface, oui, mais il faut aussi prendre conscience que c'est un bio pour faire du bio. Donc ce sera un bio, à mon sens, qui sera quand même plus bon marché qu'une marque qui a une réelle éthique derrière, parce que vous vous rendez bien compte qu'en plus bah ils vont pas arrêter leur gamme classique, donc ils sont capables et ils ont les moyens en plus de faire les choses correctement de façon naturelle, mais pour autant ils ont une sphère aussi complètement à l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, si on veut s'engager et montrer qu'on veut changer les codes, casser les codes, il faut, à mon sens, consommer, donc consommateur encore une fois, auprès de marques qui, elles, vraiment s'engagent à 100% dans l'éthique et pas qui font de l'éthique pour faire de l'éthique, pour faire joli et répondre à un besoin et à un marché pour trouver sa place dans un business, en fait. Et justement, on parle beaucoup de greenwashing. Tout à fait. Et c'est à la fois le greenwashing, dire bah regardez, on est capable de faire du propre, mais à côté de ça, comme tu le dis, on est aussi capable de continuer à produire des choses mauvaises et on compte pas arrêter. Tout à fait. Après, il y a aussi beaucoup le côté marketing visuel, donc de la communication. Ils vont proposer des packs verts, blancs, hyper épurés, avec des mots-clés comme vert, comme green, justement, comme aloe vera, donc des actifs, effectivement, qui sont, aux yeux des consommateurs, absolument naturels, pas modifiés par la chimie ou par la synthèse, mais qui pour autant, encore une fois, seront présents à la toute fin de la liste Mickey. Donc finalement, c'est 1% de la formulation et encore. Mhm.
Donc on en revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on décide de faire des choix en conscience, c'est aussi choisir une marque qui ne pratique pas le greenwashing, quand bien même ce soit positif parce que ça veut dire que les choses bougent, mais ça veut quand même dire qu'on donne son argent à une entreprise qui est capable et qui a toujours fait du conventionnel sale, plutôt qu'à une petite structure qui a toujours eu vocation à faire des produits bons pour la santé. Tout à fait. Pour moi, c'est effectivement, c'est un sens en fait. Si on souhaite faire attention, on ne peut pas se permettre de soutenir, enfin, en tout cas, c'est toujours mon avis à moi personnel, bien évidemment, de soutenir une entreprise qui à la fois fait du propre et à la fois qui va tester sur les animaux en Chine et qui a encore ses usines pétrochimie pour fabriquer son silicone, par exemple. Pour moi, effectivement, il faut plutôt soutenir les plus petites marques qui, malgré tout, effectivement, ont un coût plus important, mais qui ont un coût en fait justifié parce que à la fois les actifs sont biosourcés, ne sont pas surproduits et ne sont pas transformés. Et du coup, vous avez aussi tout un caractère en fait sociétal où vraiment toute cette prise de conscience éthique, environnementale, sociale s'adapte totalement en fait au marché et à la demande. Et ça, c'est vraiment très important de le notifier parce que quels que soient les achats qu'on va faire, c'est pas uniquement notre santé à nous. Il y a effectivement l'environnement, comme on en a parlé, mais tu parles d'impact sociétal. Il y a aussi comment on rémunère les gens, quelle est la qualité des produits qu'on a mis dans la cosmétique. Et puis, comme tu le disais, est-ce que ça a un impact peut-être des tests sur les animaux, etc. Et si je dis pas de bêtises, tout ce qui est commercialisé en Chine doit être testé sur les animaux au préalable. Tout à fait. En fait, effectivement, je ne sais pas si c'est encore le seul pays, mais du moins, il en fait partie, effectivement, où les cosmétiques, dès que la marque veut en fait être vendue en Chine, doit être obligatoirement testée sur les animaux. Ça fait partie en fait de leurs critères. Pourquoi, je ne sais pas. Après, il faut savoir qu'en Europe, c'est quelque chose qui est en fait aboli. Je ne sais pas si je peux dire ça. Depuis effectivement, il me semble 2013. Et en fait, donc en Europe, même quand on vous met tout le temps comme allégation non testée sur les animaux, en fait, c'est quelque chose qui est normal. En fait, c'est pas quelque chose qui est bizarre. C'est quelque chose en fait qui est obligatoire. Et maintenant, effectivement, du moins en France et en Europe, les cosmétiques ne sont plus testés sur les animaux, sauf pour le moment, en tout cas en Chine. Je ne connais pas très bien les autres marchés, notamment américains ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais qu'effectivement, l'obligation est encore présente en Chine, du moins. Mais en tout cas, une marque qui commercialise et en Europe et en Chine, certes, elle va avoir cette allégation sur son produit en France ou ailleurs, mais par contre, pour la Oui, Chine, elle va quand même tester ses produits. c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc, un groupe, un gros groupe, aussi gros qu'il soit, peut avoir effectivement une marque naturelle et une marque bien connue qui n'est absolument pas naturelle, et à la fois proposer en fait ces deux marques en Chine, et effectivement ces deux marques seront du coup obligatoirement testées sur les animaux, Mhm. tout simplement. D'accord, super. Donc, je crois que notre conclusion, c'est laisser respirer sa peau Tout à euh, fait. pour voir ce qui se passe déjà dans un premier temps et puis pouvoir la nourrir avec des produits qui seraient bons pour notre santé et bons pour nous, en fait, mais Oui, aussi pour notre environnement, pour nos enfants et tout ce qui va avec. Et dans tous les cas, ils peuvent te retrouver sous le compte Selon Alex sur Instagram. Si je dis pas de bêtises, tu proposes des accompagnements pour passer justement au naturel. exactement. C'est une sphère qui est pour le moment en construction encore, mais à terme, effectivement, je proposerai en fait des diagnostics de peau donc personnalisés pour vous aider en fait pas à pas à passer au naturel, ou à l'inverse aussi à mieux comprendre votre peau simplement pour faire les bons choix en fait en toute conscience et aussi seul, parce que mon but aussi c'est de vous apprendre des choses pour que vous puissiez après finalement ne plus avoir besoin de moi et pour pouvoir vous débrouiller effectivement seul face à un packaging pour vous dire voilà, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas, et aussi est-ce que c'est adapté à ma peau. Et il y aura également une sphère qui concerne de façon beaucoup plus ciblée en fait les femmes enceintes ou les femmes ayant eu un enfant récemment et qui sont encore en période d'allaitement par exemple, pour les guider justement à choisir des cosmétiques adaptés avec des produits sains et savoir finalement
quels ingrédients éviter au cours de la grossesse, de l'allaitement ou même pour bébé après. Voilà. Et alors, sans vouloir te mettre la pression, est-ce que pour 2020, ce sera prêt? Oh oui, je pense que d'ici 2020, je devrais être opérationnelle quand même. Bon, voilà, qu'il y ait une idée de date, en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis, dans tous les cas, ils peuvent, sur ton compte, déjà retrouver énormément d'infos, que ce soit Bien sur sûr. les produits que tu conseilles ou les produits à éviter. Mais au quotidien, tu partages énormément de choses sur les choix en termes de cosmétiques et d'hygiène. Tout à fait. Après, en ce qui concerne les diagnostics, il y en a déjà au moins un qui est mis en place. Donc, c'est vraiment le diagnostic de peau vraiment très bateau où je vais vous apprendre finalement quel type de peau vous avez réellement, quelle routine adaptée par rapport à ce type de peau-là et effectivement répondre à peut-être certaines interrogations que vous avez. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un petit peu plus. Mais dans tous les cas, je répondrai à toutes les questions avec plaisir si vous en avez et je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire, en message privé sur Instagram et il n'y a aucun problème. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Alexandrine, pour cet échange très constructif. Merci à toi Joy de m'avoir invitée surtout. De rien. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note, à partager. J'espère que grâce à nous, vous avez eu envie de révolutionner votre salle de bain ou en tout cas de vous pencher sur la question de l'hygiène et de la cosmétique naturelle. Je vous remercie pour vos retours et je vous dis à très vite pour la suite.